Avec nous sur ce plateau pour le grand débat d'OVPL, Nicolas Prissette, bonsoir, journaliste politique indépendant. Pierre Jacquemin, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Regard. Isabelle Vera-Masson, bonsoir, directrice de recherche au CNRS, spécialiste en communication politique. Et Élodie Mielzarek, bonsoir, sémiologue, comportementaliste et également spécialiste en communication politique. Tout le monde a été frappé, je le disais en introduction, y compris les sénateurs, par le comportement d'Alexandre Benalla. On a vu un homme qui répondait aux questions, plutôt de bonne volonté. Et ça change, il faut bien le dire, de l'homme qui insultait le Sénat il y a encore quelques semaines. Isabelle Vera-Masson, est-ce qu'on a le sentiment, à l'issue de cette audition, d'avoir un homme qui a deux visages ? Pas du tout. Moi, je l'ai vu interrogé sur TF1. J'ai trouvé exactement le même. Ça avait été très frappant, d'ailleurs, cette découverte de ce garçon. On s'attendait à voir un barbouze absolument abominable, vraiment. Et puis, on a vu... Enfin, il y avait eu les insultes à l'encontre de Philippe Bas, Petit Marquis. Oui, enfin bon... un Sénat qu'il ne respectait pas. Oui, non, des critiques, disons. Enfin, on n'était pas quand même dans les gros mots et les noms d'oiseaux, même si c'est pas très gentil de traiter de Petit Marquis quelqu'un. Mais, je veux dire, encore une fois, j'ai trouvé que non, j'ai retrouvé le même que celui que nous avions vu dans le journal télévisé, et puis l'article du Monde, dont on savait qu'il avait été fait sans contrôle, sans relecture, face à deux journalistes qui ne sont quand même pas des tendres. Donc, je n'ai pas du tout été étonnée, et j'aurais été étonnée d'être étonnée. Mais il correspondait tout à fait à ce qu'on imaginait. Alors, là où j'ai été pas étonnée, mais j'ai trouvé que c'était habile, c'est évidemment le temps qu'il a passé à s'excuser de ce que vous appelez des insultes, ce que j'appelle des noms d'oiseaux. Mais pas un homme malin. De visage. Élodie Mielzarek ? Effectivement, pour aller dans votre sens, parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait plutôt ces deux dimensions, cette double dimension. Il a fait preuve aujourd'hui, effectivement, d'une certaine empathie. Il a fait profil bas, et ça se voit notamment à travers son discours et les mots qu'il utilise. Il a beaucoup utilisé ce qu'on appelle des amadoueurs en linguistique, c'est-à-dire on fait montre de politesse, on s'excuse. À plusieurs reprises d'ailleurs, il dit « je n'ai pas été clair, je m'en excuse, j'essaye en effet d'être le plus précis possible ». Voilà, c'est plutôt une attitude qui jusqu'ici n'avait pas été forcément visible, et même dans son corporel, c'est-à-dire que les attitudes avec le menton levé qu'on peut codifié comme du mépris, ici, non, on était dans quelque chose qui était très opposé. Nicolas Prissette, en termes comportementaux, est-ce que vous avez trouvé qu'il avait montré un visage particulier ? Certains ont même dit que c'était une démonstration de force, qu'il avait été fin, malin. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de la malice dans ses propos et dans son comportement ce matin, mais de toute façon, il n'avait pas vraiment le choix, Alexandre Benalla, et ça lui a été rappelé au début de l'audition, les règles de droit, risque d'amende, risque de prison. Il aurait pu moins coopérer. Vincent Kras, après lui, n'a pas du tout coopéré. Oui, bien sûr, mais en étant dans cette attitude, il a voulu faire passer le message qu'il n'avait, lui, rien à se reprocher de son propre point de vue, bien sûr, et donc il n'avait rien à cacher, et il a été dans des réponses plutôt longues. Il n'a pas vraiment évacué de questions, comme par exemple ses successeurs l'ont fait ce matin, ceux qui ont pris la parole après lui, qui ont été auditionnés après lui. Donc on a eu un Alexandre Benalla qui était sur sa ligne de défense et d'explication, avec une forme de sincérité et de naturel. Après, ça ne préjuge pas de savoir si on peut lui reprocher ou pas dans sa position, mais en tout cas, quelqu'un qui était évidemment pas du tout dans la fermeture, le risque de ne pas venir, par exemple, qu'on a évoqué quelques instants. Oui, parce qu'il a quand même eu un quart d'heure de retard, donc effectivement, on s'est posé la question. Voilà, donc en fait, la commission d'enquête, pour revenir un peu au fond, ce matin, elle a eu les réponses à toutes ces questions de la part d'Alexandre Benalla. Même s'il y a des réponses qui peuvent... Flou. Même s'il y a des réponses qui peuvent être jugées, il n'y a pas répondu. Même s'il y a des réponses qui peuvent être jugées de la part des sénateurs insatisfaisantes ou floues ou imprécises, en tout cas, il n'a pas évacué aucune question. Alors avant d'en venir sur le fond, Pierre Jacquemin, d'abord sur la forme, cette démonstration, cette représentation, certains disent que c'était totalement orchestré par les communicants de l'Élysée. On a vu ce genre de critique dans l'opposition. Est-ce que vous y croyez ? Il y a quand même la sensation, ça donne quand même l'impression qu'il y a un Alexandre Benalla pris la main dans le sac, comme il l'a été. Et d'ailleurs, il y a des poursuites judiciaires à son endroit sur violence, je ne sais plus quel est le terme, en réunion, voilà. Il y a donc ce personnage-là qui, dans un espace privé, à l'abri des regards, à l'abri des caméras, peut avoir ces tentations impulsives, visiblement, comme beaucoup de ses proches ont pu le dire, notamment dans l'exercice de ses fonctions. Et puis, il y a cet Alexandre Benalla qui, effectivement, dans un milieu politique, il connaît l'affaire. Donc, dans un JT, effectivement, il prépare ses éléments de langage. Et dans une commission d'enquête parlementaire, quand même,
dans un cercle privé ou avec un journaliste, il a pu dire des mots très insultants à l'égard de parlementaires, avec un mépris aussi pour l'institution. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'audition, il s'est montré très conciliant, il a répondu aux questions. Effectivement, vous qui vous intéressez aux mots, il y a quand même un mot qui revient très régulièrement, c'est cette question de la rigueur et de la justesse et de la clarté de son propos. Je vais être très précis, il l'a martelé après des dizaines de fois. Force est de constater quand même que les précisions aujourd'hui posent un certain nombre de questions. Et donc effectivement, il y a, je crois, pour en revenir à la question sur la forme, il y a cet Alexandre Benalla qui est dans l'espace privé, quelqu'un de sans doute impulsif, comme ça l'a été rappelé. Et puis il y a cet homme qu'on voit à la télévision et sur les photos des journaux, qui est beaucoup plus préparé, beaucoup plus conforme à ce qu'on attend d'une personne qui a travaillé à la présidence de la République. Élodie Melzarek, je vous donne la parole dans 2 secondes. Je voudrais juste qu'on revoie une des séquences les plus fortes de cette audition. C'est quand Alexandre Benalla décide de présenter ses excuses en préambule. Écoutez. J'ai un profond respect pour le Sénat, j'ai un profond respect pour les sénateurs, et mon propos, c'était celui d'avoir l'impression d'être instrumentalisé à des fins politiques. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. J'ai été bien élevé. Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, Monsieur le Président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présenter mes excuses, Monsieur le Président Bas, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir, parce qu'on n'attaque pas les hommes. C'est une séquence forte, Élodie Melzarek. J'ai été bien élevée, je vous présente mes excuses. Les mots sont très forts. Oui, ça va lui permettre d'ailleurs d'installer une espèce d'atmosphère, de tonalité, du parler vrai que vous évoquiez à l'instant. Alors là où je vais moduler un petit peu votre propos, parce que vous dites finalement, il n'a pas évacué de questions. Mais il n'a pas évacué de questions, mais il n'a pas répondu à certaines questions pour autant. Vous savez, le pouvoir des mots, c'est justement de pouvoir se laisser embarquer par eux. Et à force de répéter pour être précis, eh bien vous en déduisez par induction que effectivement son discours est précis. Sauf que en ce qui concerne la question du port d'armes, eh bien il va falloir s'y reprendre à 3 reprises, lui poser exactement la même question pour qu'il réponde précisément justement à cette question-là. Donc c'est un premier piège, mais effectivement il maîtrise bien les mots. Autre fait qui m'intéresse énormément quand on s'intéresse à la sémantique, c'est le deuxième mot qui revient le plus, c'est personnel, comme dans motif personnel. J'avais émis il y a quelque temps effectivement l'hypothèse de la stratégie du loup solitaire, c'est-à-dire qu'il était tellement violent dans ses affirmations, notamment en utilisant cette expression de petit marquis, que pour moi j'y voyais une violence qui permettait de couper le lien à l'Élysée et de montrer qu'effectivement il a agi en son nom propre et seul. Et c'est bien cette stratégie du loup solitaire qu'on a vu à l'œuvre aujourd'hui, puisqu'il est apparu seul. Mais deuxième paradoxe, et pour tout à fait aller dans votre sens, il y a des éléments de langage. Et on peut s'intéresser, c'est-à-dire qu'à la fois il se présente comme un homme seul, et en même temps il y a des mots qui reviennent comme une musique, maître des horloges, fake news, petit marquis, qui était quand même l'expression qu'avait utilisée Laurent Fabius pour parler d'Emmanuel Macron en disant petit marquis poudré. Il me semble que cette expression-là n'est pas une expression usitée tous les jours. Donc c'est assez surprenant d'entendre des mots qui sont assez spécifiquement identifiables comme une musique élyséenne, comme une musique élyséenne. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est le paradoxe entre l'homme solitaire et l'homme qui aurait été guidé par des éléments de langage. Ça paraît extrêmement contradictoire. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit, on s'aperçoit à quel point il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'effectivement, à quel point il a préparé avec des gens. Moi, l'histoire du petit marquis, j'avais jamais douté que c'était un propos qui lui avait été soufflé. C'est pas son univers. Sacha Houlier racontait l'autre jour qu'il s'était fait traiter de petit marquis. C'est des insultes qui n'en sont pas. C'est une manière d'être désagréable sans être grossier. Donc non, il n'est pas seul du tout. Il est préparé. Il était d'ailleurs, c'était parfois gênant à l'égard des sénateurs. Il était beaucoup mieux préparé qu'eux. Il les remettait dans bon, vous avez trouvé ? Ah bah oui, il les remettait dans les cordes. Si on devait distribuer des points dans ce match, vous diriez que c'est lui qui l'a emporté ? Ah bah oui. Il ne cherchait pas ses mots, il ne cherchait pas ses arguments. Il avait réponse à tout. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'a pas été clair. S'il n'avait pas été clair, s'il n'avait pas répondu
les sénateurs n'avaient qu'à, parce qu'il y avait une vraie liberté, il y avait vraiment du temps, lui redemander. Ils l'ont fait. Vous avez raison pour l'histoire de l'arme. Donc, moi j'ai regardé pratiquement toutes les auditions et à chaque fois c'était ça. On leur posait des questions, la personne en face répondait et les sénateurs disaient après, quand ils étaient en dehors de l'audition, on ne nous a pas répondu. Si on ne leur a pas répondu, pourquoi ils n'ont pas insisté? Pourquoi ne pas revenir? Donc, les éléments de langage du Sénat depuis le début, c'est on ne répond pas à nos questions. On ne répond pas à leurs questions parce qu'on ne répond pas de la manière qu'ils aimeraient, ils n'entendent pas les réponses qu'ils aimeraient entendre. Je crois que c'est ça leur problème. Moi, je suis plutôt rassurée. Après ces auditions, personne n'est en capacité de dire quel était exactement le périmètre des fonctions, des missions de M. Benalla. Moi, j'ai très bien compris. J'aimerais que vous nous le disiez, parce que je ne suis pas sûr que... Il a vraiment compris, mais très bien, il a pourtant répondu à cette question. Très bien. Et qui vient poser des questions qui sont en contradiction avec des vérités sous serment qui ont été révélées par le directeur de cabinet du président de la République, par le chef de cabinet du préfet de police. Il y a quand même un certain nombre de vérités qui ont été dites aujourd'hui, notamment sur le port d'armes pour usage personnel, alors qu'a priori c'était pour des raisons spécifiques à son métier de chargé de mission. Chargé de mission au cabinet du président de la République. Qu'est-ce qui justifie? C'est quelqu'un qui travaille. Mais de toute façon, c'est constamment spécieux. On voit bien que c'est à la fois un homme qui travaille dans les questions de sécurité, qui aime les armes, qui depuis des années s'entraîne. Il a donné des précisions. Justement, quand il dit je vais être clair, il l'a été. Il a donné le nombre de fois qu'il allait au centre de tir. Et quand il a des armes, c'est à la fois pour des raisons professionnelles et parce qu'il a le goût des armes. Enfin, on le sait. On n'attribue pas un port d'armes quel que soit d'ailleurs la responsabilité qu'on donne à quelqu'un qui est juste parce que pour des raisons personnelles, il a envie d'avoir un port d'armes. C'est pour ça qu'il ne ment pas. À chaque fois, vous avez raison. Vous avez raison, mais il a soulevé une question très intéressante et qui, à mon avis, va susciter bien des et qu'on a traité même avec nos juristes. Je voudrais juste, il n'a cessé de tenter de redorer son image. Après les excuses, on a eu droit à un autre passage intéressant que je voudrais qu'on regarde ensemble. Je fais l'objet d'aucune mention au traitement des fichiers de traitement des antécédents judiciaires. Vous avez répondu. Et j'ai fait l'objet de plusieurs enquêtes avant de rentrer à l'Élysée. Voilà. Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Nicolas Prisset, disons-le, il s'est aussi beaucoup servi de ce qui a été dit dans les médias. C'est vrai que tout le monde l'a un peu pris pour une grosse brute, une petite frappe, effectivement. Et là, il a tenté de montrer le contraire. Il a vraiment essayé de montrer patte blanche. Évidemment, puisque quand les Français découvrent Alexandre Benalla qu'ils ne connaissaient pas, la première chose qu'ils voient de lui, c'est une vidéo dans laquelle il a maillé à partir avec un manifestant de façon plus ou moins énergique. Alors certains disent violent, plus ou moins violent, bref, peu importe. C'est la première image que les gens ont eue d'Alexandre Benalla. Donc forcément, partant de là, c'est difficile. Voilà, ça reste comme étant je veux dire, l'identité première que ce personnage a envoyé. Après, le fait qu'il essaye d'expliquer le contraire, disant non, je ne suis pas une petite frappe, pour reprendre son expression. Oui, c'est sa défense. Mais là, on est sur les faits qui sont les faits du 1er mai et qui relèvent de la justice. Et de l'enquête de justice. On n'est pas dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat qui ne s'intéresse pas à ça, qui n'a pas le droit de s'y intéresser. Élodie Mielzarek. Effectivement, la transposition de ces 3 temps, c'est-à-dire le temps politique, le temps médiatique et le temps judiciaire, fait qu'il a très bien répondu aux questions qui lui étaient posées, mais celles qui restent en suspens, effectivement, c'est la justice qui va déterminer. Mais il me semble qu'un des points fondamentaux, et c'était sans doute pour cela que nous étions devant nos postes de télévision, parce qu'on attendait quand même une réponse de savoir pourquoi il y avait finalement l'incarnation d'une légitimité supérieure dans une hiérarchie pyramidale parallèle. Et à cette question-là, de savoir y avait-il ou n'y avait-il pas un favori du roi, effectivement, là-dessus, c'est plutôt la déception, puisqu'on n'a pas pu avoir les éléments de réponse. Mais c'est parce qu'il n'y avait aucune raison de dire ça. Depuis qu'il y a les auditions ont commencé... Justement, le Benalla Gate tourne autour de cette question-là. Vous ne pouvez pas l'évacuer. C'est la question fondamentale. On a prouvé à force d'audition qu'il n'y avait pas de Benalla Gate, que la question... Le soupçon... Il y a un soupçon depuis le départ qui repose sur des choses qui sont totalement vagues. L'histoire du salaire n'existe pas. L'histoire des prérogatives spécialisées n'existe pas. Des petits avantages, des petites faveurs. N'existe pas. Point à point, tout ce qui avait passeport diplomatique, port d'armes, il y a quand même des questions qui restent. Les coffres qui disparaissent mystérieusement lors des perquisitions, excusez-moi.
Si Benalla n'a pas de port d'armes, avec le temps qu'il passe à s'entraîner, alors qu'il racontait lui-même qu'il avait gagné 13 000 euros par mois, je crois, quelque chose de somme astronomique pour dans une organisation internationale. On peut être passionné et outrepasser les droits. Enfin, je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que ces accusations, ce doute, moi j'en ai été absolument... si j'ose dire, victime. Comme tout le monde, j'ai vu les images, j'ai entendu les rumeurs, et je me suis dit, mon Dieu, c'est une affaire d'État. Et puis progressivement, à force d'écouter les auditions, de voir ce qui se passe, tout s'est dégonflé. Mais si vous avez été convaincu par les propos d'Alexandre Benalla, pardon, je croise les deux, mais que dites-vous de l'audition de M. Kras, qui lui-même ne veut pas répondre à la question alors qu'il est un proche de M. Benalla, quels sont les contours de vos fonctions ? Est-ce que vous étiez un agent de sécurité du président de la République ? C'est quand même étonnant que on ne soit pas en capacité de répondre à ça. Retournerait contre lui. Et il avait d'ailleurs demandé le huis clos, qui ne lui a pas été accordé. Enfin, on voit bien, dès que dans ce monde médiatique actuel, chaque mot est retenu contre vous, sorti de son contexte, réinterprété. C'est le règne de aller voir le film The Guilty, de l'erreur totale à partir d'une mauvaise interprétation. Il y a une autre séquence intéressante que j'aimerais vous faire commenter. C'est le moment où Alexandre Benalla nous explique qu'il a été parfois mal perçu parce qu'il voulait bousculer les codes, changer les habitudes ancestrales, et lui-même parle d'Emmanuel Macron dans ce passage. Je suis un peu dans l'esprit du président, c'est que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, je vais un peu jusqu'au bout, et parfois vous attirez des inimitiés de gens qui vous expliquent que ça fait 40 ans qu'on fait comme ça, et qu'on vous a pas attendu pour changer les choses. Ça peut créer des tensions parfois. Et quand vous faites pas partie du club, excusez-moi de l'expression, on vous le reproche. Pierre Jacquemin, je la trouve intéressante cette séquence parce qu'elle a l'air de montrer qu'effectivement Emmanuel Macron s'est entouré de gens comme lui. Et cet homme, ce cas Benalla, n'est-il pas tout simplement symptomatique du macronisme ? Est-ce qu'il n'est pas l'illustration de ce macronisme qui veut bousculer les codes ? Alors tant mieux s'ils veulent bousculer les codes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'affaire Benalla doit permettre aussi de faire bousculer les choses. Et d'ailleurs, la grande réforme de la Constitution qui était prévue initialement par le président de la République, elle devrait être au cœur de la problématique. Oui, mais ça fait grincer des dents et ça crée des affaires. Ça fait grincer des dents, certes, mais il y a l'affaire Benalla. Maintenant, l'affaire Benalla, c'est une affaire qui va aller du côté des tribunaux. Il faut que la question politique soit réglée. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui après cette affaire, ce qu'on appelle l'affaire Benalla, après toutes ces auditions. Les sénateurs ont très bien fait leur travail. Aujourd'hui, je pense que politiquement, il faut que la réponse, elle soit une réponse à la hauteur des dysfonctionnements qui ont été révélés dans cette affaire. Et les dysfonctionnements, ils sont ceux de la concentration d'un pouvoir aux mains d'un président de la République. Je ne parle même pas de la question de quelle organisation de la sécurité du président de la République qui est visiblement quand même était en voie d'être privatisée dans le cadre de cette commission d'experts qui réfléchissait à une nouvelle organisation. Disons. Voilà, pour réformer. Et très bien qu'il puisse participer, M. Benalla, à toutes ces problématiques s'il ne vient pas de ce monde-là. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance de la part d'un corps d'État constitué à l'égard de gens qui n'ont pas les diplômes, qui ne viennent pas du même endroit, des mêmes milieux. Et il a raison de le dire parce que c'est très vrai. J'en ai fait l'expérience en cabinet ministériel. C'est vrai qu'il peut y avoir une arrogance de tu n'as pas fait l'ENA, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir la vérité vraie de ce qu'il faut faire pour le bien des Français et pour le bien de nos institutions. Donc la question, elle est éminemment politique parce qu'elle dépend de la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Et là, on va voir si cette majorité va aller jusqu'au bout de la réforme. Nicolas Prisset, c'est ça le macronisme, c'est qu'il a fait venir aussi des gens qui n'étaient pas issus du sérail et qui sont là aussi pour bousculer. Et c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs, le président de la République lui-même. Ce qui est intéressant quand on aborde le sujet sur cet aspect-là, c'est que justement, on a une volonté de réforme de l'Élysée de l'intérieur avec ce poste qu'a décrit Alexandre Benalla, qui est un poste un peu hybride, un peu nouveau. Il l'a dit, voilà, ça a bousculé des habitudes. Même le fait qu'il soit proche du président de la République, ça bouscule. Et aujourd'hui, on a cette commission d'enquête au Sénat qui va se terminer par un rapport et des conclusions et des propositions. Et donc, on pourra avoir de façon un peu paradoxale, un peu cocasse, un président de commission gaulliste qui en viennent à faire des propositions de réforme de l'Élysée, Élysée qui vit sous ce statut protecteur de la Ve République du général de Gaulle. Donc peut-être que c'est l'ironie d'histoire, ça sera, et la fin de l'histoire, ça sera que il y a des choses peut-être à changer dans le fonctionnement des institutions, dans la façon dont on s'occupe de l'Élysée, dans la façon dont l'Élysée peut rendre des comptes, être contrôlée. La Cour des comptes s'occupe des comptes de l'Élysée, mais de façon assez récente, et ils estiment qu'ils n'ont pas toutes les informations pour dire quelles sont les dépenses exactes, précises de l'Élysée dans tous les domaines. Donc peut-être qu'à la fin de l'histoire, on aura des éléments de réforme institutionnels qui permettront que l'Élysée soit moins une boîte noire, que toute personne entrant avec le président de la République, faisant partie de son cabinet, de près ou de loin, en défaire à la haute autorité pour la transparence de la vie politique, puisque manifestement c'est
quelque chose qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui pourrait être le cas demain. Donc il y aura peut-être des avancées en termes de transparence finalement à l'issue de l'affaire Benalla. Isabelle Verra-Masson ? Alors moi, je ne vois pas tellement les ressemblances entre Benalla et Emmanuel Macron, dans la mesure à part qu'ils sont tous les deux jeunes. Mais enfin, il y en a un qui vient de la banlieue, qui s'est... Ah non, parlez pas du parcours, c'est le franc-parler, l'envie de faire changer les choses, l'envie de faire évoluer les choses. C'est la démarche d'Emmanuel Macron. Pour moi, ce sont des éléments de langage. C'est même la façon dont ils sont décrits par les autres, parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui avait été... Pour moi, c'est l'ancien monde. Quand on regarde les critiques qui avaient été émises à l'encontre de M. Benalla, c'était notamment l'arrogance. Effectivement, dans les côtés plus positifs, c'était, et on l'a re-entendu aujourd'hui, quelqu'un qui est très professionnel, quelqu'un qui est intelligent. Ça a même été souligné par le personnel du Sénat. Donc effectivement, moi, c'est pas tant les personnalités intrinsèques, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la perception et les représentations des gens, une espèce de télescopage qui fait que Benalla et Macron, finalement, il y avait quelque chose d'assez aligné. Et totalement associé. Mais je crois en revanche que aucune réforme de l'Élysée n'empêchera un président de la République, qui est le premier au sommet de l'État, d'avoir envie de s'entourer de gens dans lesquels il a confiance. Bien sûr, c'est très bien d'une certaine manière qu'il y ait des auditions, que des commissions contrôlent ce type de confiance que l'on donne, peut-être. Mais je ne trouve pas anormal que vous ayez envie de vous entourer de gens... Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Mais avant, franchement, il y avait des voyous. Lui, c'est pas un voyou. Ouais. Donc moi, et les institutions ont bien fonctionné. Ce Benalla a fait une erreur, indiscutablement. Les institutions ont bien fonctionné. On voit quand même le problème de l'ingérence du pouvoir exécutif sur le Parlement. Alors justement, on y vient. Parce que cette audition, finalement, est-ce qu'elle marque la fin du feuilleton ? C'est loin d'être sûr. On a entendu Benjamin Griveaux aujourd'hui même remettre encore en question la déontologie de Philippe Bas, la légitimité de cette commission d'enquête. Et on a eu toute une série de responsables politiques qui ont affiché leur scepticisme. Regardez ce que dit Pierre Charon, sénateur LR de Paris. Il se fout de nous, c'est un gros malin. De quoi ont-ils peur ? Qu'a fait Monsieur Benalla pour avoir autant de soutiens gouvernementaux ? Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Finalement, qui protège qui ? Est-ce que c'est Monsieur Benalla qui protège Emmanuel Macron ou le président de la République qui était le garde du corps de Monsieur Benalla ? On est, il faut le dire, parfois à la limite de théories complotistes aussi, bien Pierre Jacquemin. C'est vrai que ça va un peu loin. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu sans doute une erreur, à mon avis, tactique, politique de la part du gouvernement d'avoir fait monter justement ses ministres pour taper sur le président de la commission des lois et pour dire que l'affaire Benalla était d'une instrumentalisation politique. Voilà. Donc il y a eu une erreur. Je pense que la commission se serait passée dans les bons cadres habituels. Il n'y aurait pas eu le déballage médiatique sur lequel on est en train de débattre. Donc il y a une responsabilité du gouvernement. Mais par ailleurs, le plus grave, et c'est pour ça que j'insistais sur la question de la réforme de la Constitution, c'est que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est l'ingérence depuis le début. Pourquoi la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a été aussi peu aboutie ? Il y a eu un travail très peu abouti à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le travail qu'ont fait les parlementaires, enfin les sénateurs aujourd'hui, montre l'importance et l'enjeu aussi d'une contre-chambre comme celle du Sénat. Donc le travail des sénateurs a été bien fait et c'est très bien. Mais en revanche, cette ingérence de l'exécutif sur le parlementaire est un problème. Et en plus de ça, quand on sait les projets d'orientation, de réforme de la Constitution qui visent à affaiblir le pouvoir parlementaire, ça inquiète davantage sur cette super présidentialisation qui est en train d'être incarnée, enfin qui est plus qu'en train d'incarner, puisqu'elle est incarnée depuis un an maintenant par Emmanuel Macron, de super président à tout pouvoir, sans véritablement contre-pouvoir en fait. Élodie Malzarek, il y a comme deux commissions. Ce qui était très étonnant. Bah oui, il y a eu des interférences quand même assez graves. Ce qui a été le plus étonnant finalement aussi depuis le début de cette affaire, c'est justement le positionnement d'Emmanuel Macron. Lui qui se trouve toujours dans une certaine déférence face aux institutions qu'il aime protéger, qu'il aime valoriser, eh bien le qu'ils viennent me chercher, effectivement, était une sorte de hiatus. Et ça a réinterrogé beaucoup de choses, parce que finalement, on pourrait tout à fait se dire que cette affaire Benalla, il aurait suffi de quelques jours pour y mettre fin. Et une attitude spécifique, qui est de l'ordre justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de l'arrogance et du mépris, fait que la roue s'est aussi emballée. Alors que ça laissera des traces ? En tous les cas, la question, elle est fondamentalement, c'est la question de la théorie du complot. C'est-à-dire que lorsque vous lancez une théorie du complot, vous ne vous en sortez pas. Vous parlez, vous ne parlez pas, c'est que vous avez quelque chose à cacher, on ne s'en sort pas. Mais lui-même, Emmanuel Macron l'a été, c'est lui-même l'a lancé. Il en parler parce qu'il pense que ce n'est pas une affaire d'État. Enfin, il passe un coup de téléphone à Gérard Larcher.
Oui, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, à force de ne rien dire, ça va nous retomber dessus. Donc il faut peut-être faire quelque chose. Peu importe. En tous les cas, ce qui me semble terrible pour le fonctionnement de la démocratie, vraiment, c'est qu'apparemment, cette affaire Benalla a eu de l'importance. A eu de l'importance qui est parce que cette théorie du complot, qui est très, très largement... C'est pour ça que l'opposition, et surtout l'opposition de gauche, à mon avis, les autres font leur travail. Là, on parle d'un président. Attendez, il nous reste 30 secondes, on va la laisser terminer. Ils ont porté un coup aux institutions et à la crédibilité des politiques. C'est Emmanuel Macron qui a commencé sur ce registre-là. Et le sondage est terrible donc pour le pouvoir, mais ce que l'on voit lorsqu'on regarde de près le sondage, c'est qu'il est terrible pour les institutions et pour la classe politique. C'est quand même pas la gauche qui est responsable de cette affaire. On joue beaucoup trop avec cela, en jouant avec la théorie du complot. C'est pour ça que je parlais de la posture d'Emmanuel Macron, qui a été une posture aggravante vis-à-vis de cela, puisqu'il a fait ce jeu du complotisme. Et c'est la fin de ce... il aurait peut-être dû faire autrement, puisque le résultat est catastrophique. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. C'est la fin de cette émission.